Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau 7-8 le débat. La proposition avait fait hurler les maires de France pendant la campagne. Emmanuel Macron, alors candidat, proposait de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Eh bien, cette mesure pourrait devenir réalité. L'équipe du nouveau président évoque la fin de cet impôt d'ici à 2020. Le manque à gagner pour les communes serait compensé par une dotation de l'État. Alors, si le président y voit un moyen de réduire les inégalités fiscales, les collectivités locales, elles, s'inquiètent de la mesure. La taxe d'habitation représente en effet une part significative de leurs ressources. Avec nous pour en débattre ce soir, Grégory Garistier, vous êtes maire de Maurepas. Bonsoir. Bonsoir. Aziz François Ndiaye, vous êtes référent Yvelines de La République En Marche. Bonsoir. Et Pierre Mallet, vous êtes président de l'UNPI. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Aziz François Ndiaye, pourquoi avoir décidé de supprimer cet impôt ? D'une part, parce que c'est un impôt qui est relativement injuste, parce que selon où vous êtes dans le territoire français, vous avez un impôt qui est plus ou moins élevé, et on s'est rendu compte que dans les zones notamment où les populations sont les moins aisées, les impôts sont souvent beaucoup plus élevés. Donc c'était un souci de remettre un petit peu de pouvoir d'achat déjà pour les populations, mais aussi d'avoir un petit peu de justice sociale par ce biais-là. Grégory Garistier, que pensez de cette mesure, justice sociale ? Alors, justice sociale, non, je ne crois pas. En tout cas, en tant que maire, moi, je suis très inquiet. D'abord, c'est une mesure de réforme qui n'a pas eu la concertation de tous les maires de France. D'ailleurs, l'Association des maires de France est opposée à cette mesure, puisqu'elle nous enlève une part significative encore de nos recettes. Moi, je le vois à Maurepas. Prenons le cas de Maurepas, par exemple, donnez nouveaux chiffres. Oui, c'est 4,7 millions d'euros par an, sans parler de la part intercommunale qui est à peu près de 2 millions d'euros. J'ai un taux de 13% qui n'a pas bougé depuis 2009. Et voilà, ce serait une perte significative. D'autant plus, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi exonérer 80% des Français. Alors, je rappelle au passage que sur 100% qui payent les taxes d'habitation, 20% sont déjà exonérés. Donc, c'est 80% de ceux qui restent. Et si on fait le calcul, il y a 16% des Français qui vont continuer à payer cette taxe d'habitation. Et si c'est un impôt injuste, pourquoi alors les faire supporter cette taxe sur les 16% ou 20% qui restent ? Parce que les 20% sont ceux qui ont les revenus les plus élevés et pour qui le paiement de cet impôt, j'allais dire, n'est pas une sanction financière pour leurs propres revenus. Or, on le voit dans beaucoup de communes, ceux qui ont des petits revenus, ceux qui ont des petits salaires, se retrouvent avec un impôt sur le revenu très élevé, parce que souvent la commune est moins dotée en présence d'entreprises, a beaucoup moins de recettes, et donc du coup, c'est la seule source pour certaines communes. Et l'inquiétude, elle est compréhensive. Mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a un engagement fort du président de la République de financer à l'euro près toute cette dotation. Toute cette perte financière, elle sera compensée. Donc l'inquiétude, véritablement, elle n'a pas lieu. On va en reparler. Pierre Mallet, à votre tour. Donc, nous, on reste pour les très propriétaires, inquiets. ça peut être une bonne nouvelle. Non, c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que effectivement, Une sur taxe le à fond, payer en si cette moins. taxe est injuste, et vous l'avez dit, en fonction de certaines communes riches et pauvres, il n'en reste pas moins que c'est totalement faux de dire que les personnes les plus aisées, pour eux, ça ne représente rien. Au contraire, cette taxe, souvent, elle est très élevée. Elle restera très élevée dans les communes où, justement, l'imposition est élevée. Pour les gens qui continueront à la payer, elle restera plus élevée. Et en plus, elle sera d'autant plus élevée que les maires seront obligés de compenser le manque à gagner qu'ils pourront avoir en fonction de l'instant T, puisque vous allez déterminer votre péréquation en fonction d'un instant T. Mais les finances d'une commune ne vont pas rester stables éternellement. Donc, au fur et à mesure que les finances de la commune vont augmenter, vous allez bien être obligé, le maire va bien être obligé et de voter des taux, puisqu'ils garderont quand même, j'espère, la possibilité de voter des taux. C'est quand même le minimum qu'on peut leur laisser. Et donc, ils seront obligés de voter des taux plus importants pour les 20% qui vont continuer à payer et pour la taxe foncière exactement. Alors ça, ce qu'on a compris, nous les propriétaires, c'est que M. Macron, il n'aime pas l'immobilier. Ça, on l'a tout à fait compris, on l'a intégré. Après, faudra qu'on voit comment on peut... C'est un petit peu technique ce que vous venez de raconter. Peut-être que, Grégory Garistier, vous pouvez nous réexpliquer ça, le fait que cette taxe peut évoluer, effectivement, et qu'on ne sait pas si la compensation va évoluer aussi avec le temps. C'est un peu votre inquiétude. Un exemple concret, expliquez-nous. Un exemple concret. Les maires de
France se sont fait siphonner leur dotation globale de fonctionnement sous prétexte de redressement des comptes publics de 11 milliards d'euros sur les 5 dernières années. Sur la ville de Maurepas, j'ai perdu 2,5 millions d'euros. Et je ne parle pas des fonds de péréquation. C'est un effort demandé aux collectivités absolument, locales. tout en sachant que le président Hollande, avant de partir, a augmenté les budgets des ministères de 10 milliards. Donc ce qui a été demandé finalement sur les collectivités en 3-4 ans a été annulé par l'augmentation des dépenses sur les ministères. Donc ça, c'est un premier point. La dotation globale de fonctionnement, elle était créée en 1979. Et au fur et à mesure du temps, ça n'a jamais été ensuite compensé auprès des communes dans le cadre du transfert des compétences. Donc moi, et si on en revient à la taxe d'habitation, voilà, vous avez peur j'ai peur que ça le se mécanisme finisse soit le même. de la même manière. En plus, vous dites que ça pourrait soulager en tout cas des familles modestes. Mais je prends l'exemple de la ville de Trappes ou la ville de La Verrière, qui ont peu de propriétaires. Donc ça veut dire qu'une grande majorité des habitants seront exonérés de cette taxe d'habitation. Mais les bailleurs sociaux payent une taxe foncière sur le territoire. Donc si les maires augmentent les taxes foncières, les bailleurs sociaux, ils vont répercuter forcément le coût de leur taxe foncière sur les charges des locataires en augmentant les loyers et les charges. C'est ça qui va se passer. Donc en fait, c'est un cercle pervers. Et je tiens à rajouter aussi que s'il y a un manque à gagner auprès des collectivités, et notamment auprès des villes les plus pauvres, c'est encore les villes les plus riches qui vont venir compenser au travers d'une augmentation du fonds de péréquation, ce qu'on appelle le FPIC. Chaque point en son temps. On va peut-être laisser répondre. Il y a aussi, pour compléter, il y a aussi un effet de seuil, parce que M. Macron a décidé que ça serait 20 000 euros par part, c'est-à-dire pour un couple 40 000 euros, avec 2 enfants 60 000 euros. Celui qui malheureusement aura 61 500, il paiera une taxe d'habitation. Celui qui aura 59 999... C'est le principe des seuils de façon oui, mais générale. c'est quand même... je ne sais pas si c'est vraiment de la justice. Laissons répondre à François Non, Ndiaye. mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui... Sur le point de la compensation de la dotation de l'État, est-ce que vous comprenez les inquiétudes? Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, et le président de la République, devant l'Association des maires de France, leur a apporté toutes ces garanties en disant que les choses ne se passeront pas justement de la même façon. L'État assumera cet engagement et le fera jusqu'au bout. Et tant que, en tout cas, le président Macron sera en exercice, et j'espère le plus longtemps possible. Donc il n'y a, je pense, sur ce point de vue-là, aucune inquiétude à avoir. Ce sera réellement respecté, parce qu'il y va aussi de sa parole, parce qu'on sait très bien que si l'engagement n'est pas tenu, forcément les maires répercuteront de nouveau cette taxe sur les habitants et forcément le problème reviendra sur le tapis. Non, ce qu'on a essayé de faire, c'est de façon globale augmenter le pouvoir d'achat des Français par 2 mesures. L'une, c'est celle-là, et l'autre, c'est la suppression d'une certaine partie des cotisations salariales sur la fiche de paye. Parce que on sait l'équation qui est au bout de cela, et vous l'aviez un petit peu évoqué, si on augmente le pouvoir d'achat de façon substantielle, sans avoir fait les économies qui vont avec, forcément, au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui le paiera. Parce que si vous imposez une augmentation du pouvoir d'achat par les entrepreneurs et par les employeurs, ils vont augmenter leurs coûts, leurs prix. Et au final, vous n'aurez pas cet effort recherché parce que par l'inflation, on va reperdre du pouvoir d'achat. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut augmenter du pouvoir d'achat sans impacter les employeurs qui embauchent, qui ont besoin aussi d'avoir de meilleures marges pour que l'économie continue de fonctionner. Mais les villes sont aussi employeurs. Revenons sur les villes. Exactement. Oui, c'est pour ça que l'État prend à sa charge toute cette partie que... Qu'avez-vous pensé des garanties d'Emmanuel Macron devant l'AMF, justement, en train de dire ce sera négocié au cas par cas, il y aura des plans avec les maires? Moi, je n'y crois pas. Vous savez, l'État, depuis des années, des décennies, a prouvé que les lois de finances changent tous les ans. On l'a vu avec les lois de décentralisation, la dotation globale de fonctionnement, les fonds de péréquation qui augmentent sans arrêt, la DGF qui baisse. Moi, je suis quand même inquiet aussi sur, et ça c'est garanti par la Constitution, c'est la libre administration des collectivités et leur autonomie financière. Moi, c'est 40% de mes recettes fiscales, la taxe d'habitation. Et si j'ai encore le droit de changer les taux, donc ça veut dire que je vais pouvoir changer les taux uniquement sur les 20% qui restent. Non. Donc moi je pense que c'est anticonstitutionnel et en plus c'est contraire également à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme où il doit y avoir une répartition équitable sur la charge pour le bien commun. Et donc je me pose des questions. À mon avis, il y aura des recours de toute façon, ça c'est clair. Et je m'interroge aussi comment cette mesure va être financée.
J'ai cru comprendre que le président Macron souhaitait augmenter la CSG d'1,7%, donc c'est les petites retraites aussi qui vont payer. Comment ça va être financé? Elles seront exonérées, justement. Alors comment on va payer, excusez-moi, mais comment l'État va financer tout ça? D'autant plus que le Premier ministre vient d'annoncer il y a quelques jours qu'il y aurait 30 milliards d'euros qui manqueraient dans les caisses de l'État, alors que le programme de Macron est chiffré à 32 milliards. Donc comment payer tout ça? C'est pour ça que j'y crois pas. On va y revenir. Un point, Pierre Mallet. Moi, ce que je veux dire, c'est que si on augmente les taxes, si on applique cette mesure, on augmentera automatiquement la taxe foncière, ça c'est sûr. Parallèlement à ça, il y a la CSG qui s'applique sur les revenus fonciers, vous le savez bien, 1,7 de plus, alors qu'en 98 c'était 0. On est arrivé au fil du temps 5,8, 15,5, 17,1 maintenant. Ensuite, on veut conserver un ISF immobilier. Ça veut dire que les propriétaires bailleurs que je représente, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils feront moins de travaux et donc ça se retournera contre vous, parce que ça voudra dire pour les artisans, etc., tout le travail que peut donner l'immobilier locatif et même de construction. Donc impact sur l'économie. Impact sur l'économie que vous n'avez pas mesuré. Mais absolument pas. Ce qu'il faut comprendre, alors, point par point, peut-être d'abord sur la question de l'autonomie des communes. Sur l'autonomie des communes, nous ne venons pas nous immiscer dans cela. Ce que nous proposons, c'est... Certains disent que c'est une mise sous tutelle par l'État. Absolument pas. Absolument pas. C'est de mesurer, payer à la place des consommateurs et des habitants. Et des collectivités. L'État prend à sa charge la part que devaient payer vos concitoyens sur 80% d'entre eux. Et c'est exactement comme si on vous faisait un chèque à la place des citoyens qui sont les plus démunis, ceux qui ont le moins de possibilités de voir leur pouvoir d'achat augmenter. Donc les plus riches vont sans payer. Que cela impacte. C'est une mesure communiste. Oui, non mais c'est pas les plus riches vont payer, c'est qu'une certaine catégorie effectivement de Français plus aisés, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impactés, c'est vrai, mais on a aussi besoin de cette solidarité nationale où les plus aisés payent pour un peu plus que les moins aisés. Et l'objectif, encore une fois, ce n'est pas les riches contre les pauvres, c'est de trouver un équilibre de façon à ce que on puisse relancer l'économie, augmenter le pouvoir d'achat des Français sans perturber notre croissance. Parce qu'on le sait, toute augmentation qui serait non maîtrisée, qui ne serait pas financée, en bout de chaîne, c'est le consommateur qui le paierait. Alors justement, sur l'aspect du financement, comment allez-vous financer cette mesure? Alors là-dessus, nous avons prévu dans notre programme une réduction, véritablement, un plan d'économie de 60 milliards. Ces 60 milliards-là, c'est une partie sur le train de vie de l'État, sur beaucoup de choses qui vont permettre de financer à l'euro près, là encore, les investissements que nous prenons, dont celle-ci. On a à peu près 50 milliards d'investissements pour 60 milliards d'économies. Les 10 milliards restants, nous les injecterons dans la réduction de la dette. Donc, c'est tout à fait financé et c'est très équilibré parce que cela permet, encore une fois, d'agir sur la relance par la demande sans perturber l'offre. Parce que toute relance par, augmentation de la demande sans avoir cet équilibre-là, en bout de chaîne, vous aurez les employeurs et tout naturellement qui augmenteront leur prix et c'est le consommateur qui paye. Donc ce qu'on veut éviter, c'est cela. Oui, bon, moi je n'y crois pas trop parce que, il faudrait que la croissance puisse revenir pour désendetter le pays et puis aussi pour baisser les dépenses publiques. Moi je l'ai fait sur ma commune, c'est pas sans incidence. Donc baisser de 60 milliards le budget de l'État, ça va avoir forcément des incidences. Et ensuite, voilà. C'est-à-dire, concrètement, au niveau de votre dotation, au niveau de... Oui, non, c'est des incidences. Si vous réduisez les dépenses publiques, ça a des incidences sur le service public lui-même. Donc, moi, par exemple, j'ai des plans de ressources sur les dépenses de fonctionnement. Oui, mais je recrute moins. Voilà, j'ai revu également le temps de travail des agents parce que, on était dans un cadre qui a changé. Bon, ça a des incidences. Après, moi, ce que je ne crois pas, c'est qu'il va y avoir une compensation dans le temps et une dynamique. Et là où j'ai très peur, je vais construire 1000 logements. Ces 1000 logements, est-ce que l'État va compenser la dynamique fiscale de ces nouveaux habitants qui vont arriver? Parce que si toutes les communes de France se mettent à construire davantage, et il faut construire, c'est-à-dire que c'est l'État qui va venir abonder, donc les 10 milliards dont on parle aujourd'hui, ça se trouve, ce sera 20 milliards dans 5 ou 10 ans. Vous voulez dire que les 1000 logements justifieraient une hausse éventuellement de la taxe d'habitation? Il faut une dynamique, parce que la dynamique, je l'ai, parce que j'ai toujours le pouvoir d'avoir cette taxe d'habitation, ces recettes, et de lever mon taux.
C'est une marge de manœuvre que vous avez. C'est une marge de manœuvre. Est-ce que je l'aurai toujours demain? Nous ne savons pas. Si, et en plus, je pense que ça peut avoir un impact sur les services publics, parce que si je n'ai plus la dynamique, je ne vais pas pouvoir rénover mes écoles, accueillir ces nouveaux habitants. Et le deuxième point, je terminerai par là, sur ce sujet, avant de vous laisser la parole, parce que je pense que vous souhaitez répondre. J'ai quand même aussi une interrogation assez importante sur le fait que cette taxe d'habitation, elle doit être mise globalement sur une réforme globale de la fiscalité. Moi, je trouve que c'est du bricolage. On peut avoir un débat, il est sain, sur la fiscalité en France. Le fait qu'il n'y ait pas eu de concertation, le fait que c'est annoncé comme ça, de manière démagogique, pour être élu, pour favoriser une partie des Français, je trouve qu'en effet, c'est populiste. On peut poser le débat, voilà, il y a les fiscalités, elle est injuste, mais posons de manière globale, avec la taxe foncière, la taxe d'habitation, la CFE pour les entreprises, etc. Je pense que ce serait beaucoup plus sain en prenant son temps. D'avoir une concertation. Pierre Mallet. Écoutez, moi je rejoins tout à fait ce que dit mon collègue. Je pense qu'effectivement, la fiscalité, ce qu'on a besoin déjà, c'est un problème de simplification. Donc ça, ce genre de mesures, ça ne va pas dans la simplification. Et effectivement, on en parle depuis des décennies. Il faut revoir toute la fiscalité. Et c'est vrai qu'il faut revoir toute la fiscalité. Ça, c'est certain. On est d'accord sur la base, sur l'analyse de l'injustice de cette taxe d'habitation. Mais la façon dont vous y prenez, à mon avis, ça satisfait pas beaucoup de gens, sauf évidemment ceux qui vont pas la payer. Ça, c'est sûr. Ça, c'était assez démago, dire 80% de gens vont plus payer la taxe d'habitation. Même à la limite, moi, je vais vous dire. Des jeunes propriétaires qui ont des revenus modestes. Moi, je suis content. Mais moi, je vais vous dire, à la limite, c'est bon pour mes locataires. Parce que je vois dans des communes comme chez moi, où j'habite à Mantes-la-Jolie, j'ai des gens qui ont des petits 2 pièces qui payent en taxe d'habitation plus cher qu'un mois de loyer. Donc c'est vrai qu'il y a un problème. Ces gens-là vont apprécier. Le problème, c'est que vous le traitez pas. Donc finalement, nous avons bien raison sur le fond. Non, vous avez raison sur l'analyse, mais vous n'avez pas raison sur la façon dont vous proposez. Voilà, exactement. Alors ça fait partie d'une réforme budgétaire. En tout cas, c'est ce que prétend le nouveau président. Je vous rassure là-dessus, il y a une réforme qui est beaucoup plus globale dans laquelle elle s'inscrit. Mais encore une fois, il faut comprendre que soit on augmente les salaires de façon substantielle, soit on augmente j'allais dire, l'injustice par laquelle le pouvoir d'achat est réduit dans ce pays. Donc il fallait agir sur cet impôt-là parce que, et vous venez de le dire si bien, il est injuste. Pour autant, il n'y aura pas que cela. Au niveau des communes, il n'y aura pas d'impact plus que ce que vous Reprenons décrivez, l'exemple de Grégory Garressier des 1000 logements. Ces 1000 logements. Est-ce que la dotation, la dotation va augmenter elle sera également constante. Elle sera constante si votre taxe d'habitation est de X, alors que votre taux est constant. Il y aura une compensation. Il y aura une compensation. Mais c'est bon pour le pays, parce que plus de pouvoir d'achat, c'est plus de consommation, et c'est donc une économie qui repart. Nous sommes dans un pays qui est en stagnation depuis je ne sais pas combien d'années. Donc il faut relancer notre économie, mais relancer notre économie sans casser la dynamique de croissance. C'est très important. Et au-delà de ça, la seule chose que nous disons, nous, c'est que l'augmentation de cette taxe d'habitation, elle sera constante et compensée à condition qu'elle reste dans le train de l'inflation. Pourquoi ? Parce que vous auriez certains maires qui, parce que l'État paye à la place des citoyens, peut augmenter de X% au-delà de l'inflation en se disant « Parfait, c'est un chèque en blanc, donc j'en profite. » Donc on n'est plus libre. Donc c'est une entrave à l'administration des collectivités. Vous êtes encore libre. Vous êtes encore libre. C'est une recentralisation du pouvoir. pouvoir. On vous laisse cette liberté. Par contre, ça dépend des 20% qui... Non, pas du tout. On garde le taux qui a été arrêté en 2016, qu'on considère étant le plus proche, et toute augmentation qui est au-delà de l'inflation par rapport à ce taux de 2016 sera payée par les citoyens, les habitants. Les 20%. Non, pas les 20%, l'ensemble. C'est-à-dire que si une mairie augmente au-delà de c'est ce que vous appelez la taux simplification. constant, la différence sera assumée par les citoyens. Et on leur dira... Voilà, c'est ça, les gens ils paieront un petit bout de taxe d'habitation. Si vous payez 10 et que l'augmentation, normalement, devait passer à 12 et que par malheur, on la met à 17,
cette différence, il faut l'expliquer. Donc, c'est aussi pour pour éviter ces abus que l'État assure cette constance par rapport à l'inflation, ce qui me paraît totalement normal. D'accord. Allez-y, Non, soyons réponse. sérieux, je pense que là, on va complexifier le système. C'est pour ça que je pense qu'il faut reposer globalement une réforme fiscale dans son entièreté. On le voit là, maintenant, si les maires augmentent leur taux au-delà de l'inflation, en plus on a une inflation très faible cette année, ça voudrait dire que donc, les habitants paieraient quand même une taxe d'habitation, en même temps que l'État compense aux collectivités ce que les citoyens ne paieront plus, et en plus, les 20% qui restent, ils paieront en plus le surplus de la... Enfin, on n'y comprend plus grand-chose. Vous savez, si l'État ne paye pas, c'est le citoyen qui paiera 100%. Mais c'est surtout avec un faible taux de croissance que nous avons, avec un taux de chômage extrêmement élevé. Moi, je ne suis pas sûr que ça relance la consommation. Et en plus, l'effet pervers qu'on pourrait avoir, c'est que les collectivités pourraient aussi jouer sur les tarifs municipaux. Les tarifs municipaux. Et là, on pourrait avoir aussi une explosion des tarifs municipaux. Et les familles qui ne payent plus d'impôts, taxes d'habitation, vont payer énormément les services offerts à la population. Vous vous rendez compte, vous êtes juste en train de me dire que vous êtes en situation d'augmenter plus que nécessaire les impôts locaux. Attendez, je comprends votre problématique. Il faut financer la vie locale. L'État ne compensera pas. Il faut financer la vie locale. Vu l'état des finances. Mais je pense que vous n'êtes que gagnant dans les deux sens. Non. Parce que si l'État ne rembourse pas, ce sont les citoyens qui vous les paieraient. Donc pour vous, ça ne change strictement rien. Mais l'État ne compensera pas à terme. C'est comme la DGF. C'est comme la DGF. Alors, là est le débat. Est-ce que l'État assumera ou pas sa responsabilité? Moi, je vous dis oui. Et je pense que... c'est une garantie du président. Exactement. Donc, les inquiétudes, on les comprend. Les inquiétudes, elles sont normales. Encore une fois, entendez que ce sera une promesse assumée et véritablement réalisée. Mais comment la financer? En fait, vous voulez nous dire que les gens seront quand même contents de payer un tout petit peu, parce qu'ils ne paieront plus la taxe globale. Donc si le maire décide d'augmenter au-delà de l'inflation, comme vous l'avez dit, donc il faudra bien qu'il reporte un petit peu de taxe d'habitation sur les gens qui, normalement, en sont exonérés. Ce qui fait qu'ils seront quand même contents parce qu'ils ne paieront pas beaucoup. C'est pour éviter les dérives. Oui. Bon. Parce que vous savez très bien, à partir du moment où c'est pas vous qui payez, vous êtes tenté d'augmenter substantiellement cet impôt-là parce que c'est l'État qui paye. Non, mais donc, il faut à un moment donné mettre des garde-fous. Mais l'État qui paye, on comprend la logique, elle est que l'État paye à la place des citoyens qui sont les plus démunis. Mais l'État ne paye pas à la place des citoyens. L'État, ce sont les citoyens. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Et vous dites de compenser les dérives. Mais c'est comme si les élus locaux étaient des horribles monstres et qui partaient dans une inflation extraordinaire de leurs taxes. Pas du tout. Mais certains ont été tentés de dire, l'année prochaine, j'augmente ma taxe d'habitation puisque c'est l'État qui paye. Ça a été mené sans concertation, avec les élus locaux. Sur ce point, est-ce qu'il y aura une concertation? Est-ce que les maires seront consultés? C'est déjà plié. Non, c'est déjà annoncé par le président Macron. Non, le président a bien expliqué qu'il y aura au cas par cas, dans certaines situations, une concertation et ce sera véritablement... Vous savez, c'est notre façon de travailler. Mais une concertation pour modifier quoi? Une loi, quelle qu'elle soit, elle est d'abord discutée dans nos comités locaux, au niveau des citoyens, avant même que le gouvernement s'en empare. Donc il y aura une concertation et vous serez pour modifier tous les aspects de la loi qui pourraient être modifiables et qui permettraient aux maires de s'y retrouver et surtout d'avoir des garanties. Parce qu'aujourd'hui, le débat, il est où? Il n'est pas sur les montants, il est sur est-ce que l'État payera et de façon dans pérenne. La durée. C'est tout. Et vous aurez des garanties là-dessus. Il n'est pas que là, le débat. Le débat, il est aussi sur de laisser la liberté aux maires d'administrer librement leur collectivité avec l'autonomie financière qu'il faut. Moi, je suis contre l'État jacobin où il y a une recentralisation du pouvoir au niveau de l'État. Il faut laisser la liberté aux communes. On a été siphonné pendant toutes ces années là avec le président Hollande et ça va continuer. Ça va continuer. La croissance n'est pas au rendez-vous et je ne suis pas sûr que ça relance la croissance. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre le sujet à l'inverse. Sur l'aspect constitutionnel, justement. Sur l'aspect constitutionnel, nous respecterons les décisions prises par les maires. Nous ne nous immiscerons pas dans la façon de décider leur taux. Ce que nous disons, c'est que nous garantissons un taux qui est sur la base de l'année 2016 et que toute augmentation exagérée serait à la charge de la collectivité. Parce que l'État garantit des montants, mais on ne peut pas non plus faire un chèque en blanc. Donc ça va réduire le nombre de logements. Un mot de conclusion chacun. Oui, donc ça va avoir un impact sur l'économie parce que, étant donné que les maires vont devoir supporter l'impopularité, j'allais dire, du delta au-dessus de l'inflation du taux voté, si, puisque l'État ne compensera pas, ce sera payé par les citoyens. Y a-t-il réellement besoin d'un delta ?
Est-ce que cet quand impôt qui est déjà élevé pour certains, comme disait monsieur, est-ce qu'il est vraiment raisonnable de l'augmenter encore beaucoup plus? Ça veut dire que nos très rapidement, rapidement, à faible revenu vont être encore plus impactés par les impôts locaux. Du point de vue du consommateur, moi je vois en tant que maire, en tant que gestionnaire aussi de l'argent public, c'est-à-dire que plus vous construisez de logements et plus vous devez aussi construire des équipements publics et financer et payer des animateurs, payer en tout cas des agents et des services publics. Et l'inflation de ces dépenses-là est supérieure à ce que pourrait rapporter une fiscalité dynamique. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres moyens de financer justement tout cela et ne pas le mettre sur le dos des seuls citoyens? Je pense qu'il y a. Pierre Mallet, vos derniers mots. C'est de trouver un autre moyen de réformer la fiscalité sur la taxe d'habitation. Je pense que là, on est encore devant une réforme digne d'énarque et qui va pas du tout dans le sens de la simplification et qui fera que qui sera conflictuelle et qui les bases locatives de 70. Voilà, exactement. Moi, je refuse de croire que c'est le seul moyen de financer l'impôt local. Il y a d'autres possibilités et je pense que vous êtes gagnant dans tous les sens parce que l'État respectera son engagement. Moi, je le crois. En tout cas, vous verrez ça si les maires de France sont consultés sur ce sujet-là et s'il y aura un débat là-dessus. Absolument. Les propriétaires, on ne sera pas consultés. Non. On sera obligé d'accepter. Bien sûr que si. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau 7-8 le débat.